Revo 2 MV VM VM Pro. VM2 Pro. VM2 Pro. Alors cet onduleur, il m'a été prêté par un ami et abonné qui est venu à l'atelier. On a pu le tester ensemble, parce qu'il voulait savoir s'il fonctionnait bien et avoir les performances. C'est un peu un équivalent WKS, hein, ça ressemble pas mal, même au niveau performance, vous allez voir. L'étiquette sur le côté, elle donne pas beaucoup d'informations, c'est à 5,5 kW, on n'a pas les courants de panneaux solaires, on n'a pas les seuils de tension mini, maxi, il juste marqué 54 volts, on ne sait pas si c'est la tension moyenne, si c'est la tension max, si c'est le réglage par défaut. Faut aller voir dans la notice pour ça, mais bon. Nous on a fait les réglages, on a fait les tests. Alors dans un premier temps, vous allez voir un certain nombre de mesures que je vais commenter en même temps. Donc ça c'est le test du compresseur qui prend 5,2 kg au démarrage, c'est pour voir si la sinusoïde était plutôt propre, et ça va, c'est plutôt correct. Puis après on a rajouté des consommateurs pour faire les tests de puissance. Donc le courant de charge. Donc ça c'est le courant que le chargeur de batterie consomme en bleu. Le jaune c'est la tension de mon onduleur extender qui est un petit peu déformé par ce courant. Et puis bah voilà, c'est un courant qui n'est pas spécialement joli, hein. Ensuite, je me suis pris des poignées de châtaigne sur la masse, aussi bien sur le moins des batteries que sur la masse de la machine, sans qu'elle soit reliée ni à la terre ni à quoi que ce soit. Donc le courant, je ne sais pas par où il est passé, mais c'est ce qu'on a mesuré sur la terre. Donc on a fait plusieurs mesures. Qu'on ait une tension ou un signal entre le neutre et la masse, ou la phase et la masse, d'accord. Mais sauf que là, on n'a rien à la masse, là. Ouais, on a 200 volts de pic. On a fait quelques tests. Donc entre la terre là, on a la sinusoïde et la de phase, on a l'onduleur. une sinusoïde. Entre la terre et Par le rapport neutre, à sa propre masse, on n'a c'est rien. bien. Ce qui est logique, puisqu'on est censé être le neutre à la terre. Mais alors, comment ça se fait qu'avec le sol, on a des impulsions? En fait, on a une masse flottante qui est très intense, qui n'est pas du tout stabilisée, que j'ai pas sur les autres onduleurs, qui donne des chocs électriques. Parce que ça peut même pas venir de mon onduleur, puisqu'il faut que le chemin il soit fermé. Et du coup, c'est parce qu'il est en masse flottante. Mais même s'il était en masse flottante, je devrais pas recevoir le courant dans les mains. Bah oui. Faut qu'il Parce que la masse flottante, c'est le cas de toutes les petites stations autonomes. Parce que là, on a fait une mesure entre le sol et la masse. Donc la masse fait ça. Lui, il est complètement isolé. Enfin, tu sais, c'est. Bah oui, je vois pas. Du coup, lui, il doit tellement, il doit découper dans le vide et recréer quelque part comme un, toi, en triphasé, un nœud flottant parce qu'il fait son truc, quoi. Là, il est en positif sinusoïdal. Donc on n'a pas eu on a mis à la terre. Et que ça, c'est pas. Donc là, on est passé sur le solaire. Grave, parce que c'est un peu le fonctionnement du truc. On est passé sur le solaire parce que on se demandait si c'était pas les panneaux solaires qui créaient un parasite. Et puis finalement, non. On a mis la carcasse à la terre, ça a amélioré. Mais en mesurant le courant, ça c'est le courant qui passe dans les panneaux solaires, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses un peu bizarres. Alors il y a un petit bruit qui apparaît, on a pu l'identifier, et puis ensuite il y a une sinusoïde qui apparaît, alternative. Et là il y a le petit bruit aigu. Est-ce que le bruit il correspond à l'onde, tu vois? Et là il a arrêté de faire le bruit, il s'est remis en sinusoïde. Mais j'ai l'impression, tu vois, il se cale, c'est-à-dire qu'il fait son test de court-circuit là, 237, et pouf, il se cale. 1114, 135, c'est le même, c'est la même valeur que ça. Pas besoin de 30 000 mesures. Donc là, il refait son test de court-circuit, qui fait baisser le courant. Là, il refait du bruit. Il teste les panneaux. Pendant qu'il fait du bruit, il n'y a pas beaucoup de puissance. Non, c'est ça, à chaque fois. 500, des brouettes. Ça remonte. 1400. Et là il est en négatif. Il fait un truc, et après il est en négatif. Qu'est-ce qu'il faut en négatif? Je sais pas. Et après, il remonte. Et à chaque fois quand il y a du baisse de soleil. Après on a la probabilité aussi que ma sonde elle n'est pas calibrée sur le ground. Je n'ai pas mis de. Ah c'est vrai. Elle ne mais fait que on va voir plus mesurer tard que entrée-sortie. C'est pas le cas. Si à force que le signal il bouge, il finit par le décaler peut-être. Il n'y a pas de masse de brancher sur mon oscillo là. On regarde s'il laisse la tension monter en fait. Oui. Ou c'est le contraire, ou s'il fait un court-circuit ça baisse. Il est en train de le faire. Donc ça descend. Oui, ça descend un peu. Et il tire dessus là. Ouais. Il descend. Il descend.
Il a presque stabilisé son courant. Ouais, mais du coup, il y a eu coupure de soleil. Entre-temps. 175. Oui, pendant les tests, il faut qu'il y ait assez de soleil quand même. Ouais, il relance. Donc cette petite oscillation, on la trouve dans quand même pas mal de MPPT de cette gamme-là, dans les onduleurs réseau aussi, mais pas spécifiquement de cette forme-là. S'il y a des professionnels de l'électronique ou du MPPT qui peuvent m'expliquer un petit peu ce fonctionnement, ça me plairait bien de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène. Là, je vous le montre, mais je ne peux pas vous l'expliquer. C'est plus trop. Ah, ça y est. Ah, 200 volts. Ah, il refait là, il enchaîne, il a pas perdu le coche. Je n'observe pas sur des MPPT et autres. En fait. Si j'enlève ça. J'ai pas ça sur les Variotrack, les Variostrings, les MPPT Victron, j'ai pas ça. C'est pas normal. Et j'ai ça sur d'autres types d'appareils. Hein. C'est bien des tests, les bruits, c'est bien des tests de puissance de panneau. Ce qui n'est pas inquiétant en soi. Ouais. Du coup, ça veut dire que c'est l'algorithme qui fait ça. Il force le truc et du coup ça lui crée des Et comme il essaie d'y aller progressif, il fait un signal à la con, mais après le fait qu'il se retrouve en alternatif, c'est pas... Il y a certainement une explication. Mais pour moi, un panneau solaire ne peut pas envoyer le panneau le courant en alternatif. Il y a ses diodes, il a tout ça. Qu'est-ce qui fait c'est-à-dire que lui doit tirer alors, j'ai déjà eu un super watt qui est trait pour trait la même chose que ça, qui a envoyé du jus sur les panneaux solaires via l'onduleur. C'est l'onduleur qui envoyait du jus. On me l'a mis en garantie et elle ne faisait plus après. J'ai déjà eu un autre hybride WKS qui faisait ce bruit-là, et quand il faisait le bruit, il faisait des parasites. Et il était à deux doigts de cramer les autres onduleurs aussi, un peu comme le SRNE. Le SRNE a le même genre de comportement aussi. Je pense que c'est de construction, parce que là il fonctionne en fait. Mais je ne sais pas trop l'expliquer, pourquoi il fait de la sinusoïde et non pas des portions de redressement par exemple. D'autres types de courants, alors bon, un courant sinusoïdal non alternatif ça va, mais par contre il passe en alternatif à un moment donné, je vois pas pourquoi, je sais pas comment mes panneaux ils supportent ça. Est-ce que c'est une erreur de mesure? Je ne sais pas, je l'ai laissé dans la vidéo et dans le test, et puis on va passer après aux différentes courbes, aux courbes de rendement que j'ai mesurées sur l'appareil. Donc les rendements, là en bleu on a l'onduleur, en jaune on a le MPPT, et en rouge on a le chargeur batterie. Alors le chargeur batterie il a des pics un petit peu vers le haut là, je vais vous expliquer après. Alors dans un premier temps on voit les rendements maximum qui sont de 95% sur l'onduleur, 92 et 94% sur le chargeur, et j'ai pas dépassé les 89% sur le MPPT. Alors il faisait pas très très beau, on avait mis 3000 watts de panneaux solaires et ça produisait pas tant que ça, et surtout l'onduleur était un petit peu bridé, il avait un défaut, je sais pas si c'est d'origine, il avait tendance à avoir un défaut sur son bus d'essai en interne quand on mettait plus de 2000 watts via les batteries. Donc on n'a pas pu tester plus que 2000 watts, mais c'est quand même significatif. Et l'erreur d'affichage est de plus ou moins 10-15%, ça peut être beaucoup. Hein. Donc l'affichage il est un peu à côté de la plaque. En dessous de 120 watts, des fois il ne mesure même pas. Alors les petites variations là sur le chargeur, c'est le ventilateur, ce sont les ventilateurs. Quand on chargeait à haute puissance, enfin à 1500-2000 watts, les ventilateurs étaient en permanence allumés. Et arrivé vers 200-300 watts, bon, ça chauffait moins et à un moment donné ils se sont éteints. Et on a donc eu une baisse de consommation de l'appareil et un bond du rendement qui a remonté. Donc les ventilateurs, ils font presque 60 watts, hein, les ventilateurs. Hein. Ils jouent énormément sur le rendement du système. Bon, j'ai laissé les mesures pour vous le montrer. Concernant le MPPT, j'ai pas pu mesurer en dessous d'une certaine puissance parce que c'était trop aléatoire. La mesure était très très aléatoire en basse puissance. Bon, c'est comme ça. Donc voilà ce que je peux dire sur ces courbes-là. On va se concentrer sur les courbes de l'onduleur. Alors en zoomant un peu, on voit où est-ce qu'on est à 50% de rendement. On est à peu près à 53-54 watts. Ça fait 1400 Wh par jour minimum. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est la consommation à vide de l'appareil, hein, qui est de 59 watts, je crois. Et pour atteindre les 80%, il faut dépasser les 100 et quelques watts. 200 et quelques watts. Bon, si on compare avec les autres rapidement, on va pas comparer vachement loin. Globalement, le Daiei est en dessous. Ça m'a surpris. Le Daiei 5 kg est en dessous. Le W aussi. Bon, c'est bizarre aussi. Mais bon, c'est dans le même ordre de grandeur. Le Victron est au-dessus.
Bon voilà, ça vous permet de vous situer le produit un petit peu, on va développer autre chose. Moi je vous montre surtout que pour avoir un rendement de 80%, il faut 80 watts pour le Victron, 230 watts pour le Revo et 380 watts pour le Daillé. Il faut de plus en plus de watts forcément pour atteindre un rendement correct. Et on va se concentrer sur le Revo. Pour vous expliquer quelque chose, parce que c'est vrai qu'on m'a parlé dans ma vidéo Daillé de tout un tas de choses, comme quoi je suis contre ces onduleurs parce que je dénigre un peu la basse consommation, le mauvais rendement, que c'est normal pour ces onduleurs-là, que ça marche bien quand même. Pourquoi pas? Je vais comparer les choses avec le Revo parce qu'il a un meilleur rendement que le Daillé. On va voir si avec celui-là, on arrive à des performances correctes. Donc voilà, je vais vous exposer un certain calcul. On va prendre le rendement de l'onduleur tout seul. On va se concentrer sur l'onduleur principalement. Donc pour avoir un bon rendement avec cet onduleur, il faudrait consommer un peu plus que de 5 kWh par jour pour être à 80% et jusqu'à 13 kWh par jour pour être à 90%. Ça fait une sacrée fourchette quand même. Donc nous, on va faire un certain nombre de calculs complémentaires. On va partir du principe déjà que je vais mieux définir les pertes. Vous voyez. Donc les 1300 Wh par jour de pertes, c'est donc les 50 et quelques watts là sur 24 heures. Quand on veut quand on veut alimenter ces pertes-là, il faut entre 1000 et 1500 watts de panneaux solaires en plus. Ça dépend si vous êtes dans le nord ou dans le sud de la France ou dans un pays plus ou moins ensoleillé. Il vous faut 2400 Wh de batterie en plus si vous êtes en autoconso avec 2 jours d'autonomie. Et 10 000, à peu près 10 kWh de batterie en plus si vous êtes en autonomie avec 5 jours d'autonomie et puis les petites marges qui vont bien. Ça a un sacré impact quand même. Ça fait entre 764 et 2200 euros de plus à financer en 2024, aujourd'hui. C'est pas négligeable. Donc c'est plus de consommables, les batteries étant des consommables, plus de surface pour les panneaux solaires, plus de CO2 et de ressources, bien sûr, parce que plus de matériel lourd comme les batteries et puis de panneaux solaires. Et plus de risques, alors ça vous avez plus de matériel et vous risquez de cramer plus de matériel si votre onduleur fout le bordel. Ou alors des risques liés à la sécurité, comme on a vu au début de la vidéo, des choses que j'ai pas pu résoudre. Par-dessus cela, on a le rendement du MPPT. Alors j'ai rajouté le rendement du MPPT du Daillé, qui est meilleur d'ailleurs. Son onduleur n'est pas énorme, mais son MPPT est meilleur que le Revo. On voit quand même qu'on on a 10 à 20% de pertes côté solaire. C'est ajouté encore au panneau. Il faut encore redimensionner un peu plus les panneaux pour couvrir ces pertes, parce que si le MPPT n'est pas capable de prendre l'énergie, mais qu'il la faut pour maintenir l'onduleur en vie, il faut encore ajouter des panneaux. Alors, on va faire une étude de consommation pour voir un petit peu un cas particulier. On va essayer de rester aux alentours de 5 kWh jour. Donc, en consommation même permanente, moi j'ai estimé qu'il y avait sonnette, un petit peu de télé, enfin vous voyez les veilles des télés, des thermostats, alarmes, portail, transformateurs, horloge et box, les choses qui sont pas vraiment éteintes. La box est souvent complètement allumée, donc je me suis basé sur 45 watts en permanence, ce qui n'est pas beaucoup déjà. C'est beaucoup pour moi, mais pour la plupart des gens, c'est pas beaucoup. On a un certain nombre de consommations cycliques que j'ai estimées, donc frigo congélo de 100 watts tous les 30 minutes, l'éclairage 5 heures par jour, 65 watts, alors un petit peu plus, j'ai simulé après. Ordinateur, TV, téléphone à peu près 80 watts 4 heures par jour, bon, c'est pareil, j'en ai rajouté un petit peu après, parce que la télé c'est un peu plus, ça dépend des moments. Cafetière 2 fois par jour, 850 watts 7 minutes à chaque fois qu'on s'en sert. Un vélo électrique, 1 heure 250 watts pour avoir un petit peu de vie active. Et puis divers appareils, 1500 watts, 1 heure par jour, le midi. Donc ça peut être pour la cuisson, ça peut être pour avoir quand même un certain nombre d'usages et pour pas qu'on me dise que je reste dans les petites puissances. Voilà. Pour voir un peu ce qui se passe dans une famille en général. Donc moi je me suis basé sur 4426 Wh sur une simulation. Donc voilà la courbe de consommation que l'on a, qui fait des pics forcément en fonction des... Alors tout à gauche c'est 8h du matin et puis tout à droite c'est 7h du matin. J'ai commencé au petit-déj à peu près. Avec au retour des enfants de l'école, admettons, une petite hausse de consommation, un peu de télé, un peu d'éclairage, un peu de machin. Le soir on regarde tous quelque chose, on cuisine un peu. Ensuite on se maintient jusqu'à peu près minuit, 1h, il y a des petites consos, et puis le frigo congélo il est là tout le temps quoi. Et puis là. Donc ça fait 4426 Wh. Quand on calcule les consommations en courant continu de l'onduleur sur la batterie, c'est la courbe rouge, donc avec les pertes forcément. Donc on se retrouve avec 5740 Wh en courant continu. Ça fait une perte de 1313 Wh, 55 watts sur 24 heures. Ça colle, ça correspond tout à fait. Et on va le rapporter sur la courbe de rendement de l'onduleur, pour voir si on peut faire une simplification par la moyenne. Si on prend la moyenne qui est 184 watts, est-ce que c'est la même chose en termes de rendement que tout à l'heure?
Alors, ce qu'on voit, c'est que oui, hein, si on met 184 watts, on se retrouve avec un rendement de 78%, donc ça fait 236 watts en courant continu, ça fait 6570 Wh en DC, donc on a une corrélation à 10-20 Wh près. On peut utiliser la courbe de rendement de l'onduleur pour placer sa consommation moyenne et connaître son rendement journalier, son rendement journalier. On peut le faire aussi sur les groupes électrogènes, je l'avais déjà montré, et c'est assez logique en fait. Cette courbe elle est utilisable dans les deux sens, en instantané et en moyenne. C'est pour ça que je me permets d'utiliser comme ça. Souvent on me dit mais non, mais quand on consomme plus, ça va mieux. Oui, mais c'est la valeur moyenne qu'il va falloir regarder. Effectivement, si vous soudez, si vous faites beaucoup de travail avec, vous aurez un meilleur rendement, mais vous aurez plus de consommation, et du coup, il va falloir le produire, cette énergie. En parlant de consommation, ce qu'on peut voir, c'est que cet onduleur a un PPT de 100 ampères. Idéalement, il est fait pour 4000 watts crête. Il accepte jusqu'à 5500 watts en entrée, mais ça, c'est dans les conditions de tension optimale et de courant optimal et de solaire optimal. Sur la région nantaise, par chez moi, on aura une production de 7,2 kWh par jour en décembre, bien dégagé, 45 degrés d'inclinaison, plein sud, pas d'ombrage. En utilisant le Revo, du coup, on arriverait à en extraire que 6,12 kWh avec le rendement du MPPT. On pourrait, suite au rendement de l'onduleur, avoir une consommation moyenne de 4,8 kWh par jour en alternatif. Le rendement de l'onduleur étant alors de 79% et le rendement de l'ensemble de 66%. C'est assez faible et c'est sans stockage. C'est-à-dire que normalement, il faut rajouter le rendement des batteries. Ça nous fait 880 watts crête de trop et 10 kWh de batterie en trop pour l'autonomie, si c'est le cas de l'autonomie. Donc on a un petit peu trop de panneaux et quand même pas mal de batteries en plus pour pouvoir faire fonctionner ce type d'appareil. Et il faut bien penser qu'un jour, il faudra le changer. Donc pourquoi le changer? Parce que c'est pas le genre de produit qui dure 15-20 ans, si vous voulez. Il faut le changer parfois très rapidement. Ça dépend s'il y a un défaut rapidement, si on fait une connerie ou si on en a marre, en fait, si on veut financer un autre appareil pour passer sur quelque chose de mieux. Alors qu'est-ce que ça implique, ça? D'une part, vous avez acheté un premier appareil qui était pas cher, mais qui vous a coûté quand même des ronds sur le budget, qui vous a forcé à acheter des batteries et des panneaux solaires en plus. Et au moment de passer sur une gamme supérieure, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir le dimensionner 22% au-dessus. Certes, vous aurez 22% d'énergie en plus. Vous aurez gagné ça, bien sûr, puisque avec un appareil de meilleur rendement et de meilleure qualité, vous pourrez mieux profiter de l'énergie que vous avez des panneaux solaires. Mais en contrepartie, vous êtes obligé de prendre un appareil concurrent de la taille au-dessus. Donc, plus cher que ce que vous auriez mis si vous avez directement pris un Victron, un Suder ou une autre marque répandue, Outback ou d'autres grandes marques internationales qu'on n'a pas forcément en France. Donc c'est un peu le double effet qui se coule, c'est-à-dire que on peut pas gagner à tous les coups, on est obligé de mettre plus de panneaux et le jour où on change, il faut prendre un truc un petit peu plus performant. Soit on en est content parce qu'on a plus d'énergie, puis du coup on n'a pas besoin de rajouter des panneaux, soit ça nous embête parce que du coup on a vraiment financé au-dessus de nos moyens une installation qui n'aurait pas dû. Voilà, c'était pour expliquer un petit peu le désaccord que j'ai avec ces produits. Bonne journée.